Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Melika Badreddine. Melika débute une carrière dans le monde juridique et de la Cour d'appel de Paris qui se solde par un burn-out. Elle se réinvente tout d'abord en tant que formatrice dans l'apprentissage, puis se forme et devient coach et thérapeute spécialisée dans les rituels et le mindset. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dans un podcast Habit and Mindset Hunter, traduisé par des habitudes, un esprit de killer. Désormais, son travail thérapeutique s'accompagne d'une approche chamanique et son coaching d'une approche générative. Ainsi, elle accompagne des équipes en individuel et de façon organique dans des stages et des retraites. Melika, bienvenue, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Audrey, bonjour à ta communauté et merci pour cette super invitation. Je suis tellement heureuse. Il faut dire à la communauté qu'on s'est rencontrés en fait lors d'un stage et d'une formation en chamanisme. Et c'était une évidence que je ne pouvais pas ne pas t'interviewer. Donc, c'est parti, parce que ta joie, ta bonne humeur et ta puissance, je pense, parleront à beaucoup d'auditeurs. Je t'ai demandé de choisir un livre. Est-ce que tu peux rapidement donner le titre, le décrire et surtout nous dire pourquoi tu as choisi ce titre et ce livre? Alors, c'est un livre qui a paru en 2017 de Ghislaine Duboc. Ghislaine est psychologue, sexologue et chamane des temps modernes. Et alors, pourquoi ce livre? Parce que justement, dans ce monde-là de mutation où on est un peu perdu, où tout va hyper vite, où on s'essouffle complètement, elle vient par ce livre-là donner 4 lois. La première, c'est « Je suis le monde ». La deuxième, c'est « L'autre est une porte qui mène à soi ». La troisième, c'est « La beauté libère de la peur et éveiller donc son regard à la beauté du vivant pour percevoir le mystère du monde ». Et la quatrième, c'est « Danse, la vie est une danse ». Ah, chouette. Voilà, ça me parle, tout ça me parle. Et pourquoi tu as choisi celui-là et pas un autre? Alors, il y a quand même beaucoup de livres qui me marquent. Je lis énormément. Et ce livre-là, parce que il est venu à un moment où je me posais énormément de questions dans ma vie et où je me mettais enfin à accepter certaines choses que je percevais qui me faisaient plutôt peur. On en reparlera. Voilà. C'est toute l'idée d'ailleurs de ce podcast, mais je te poserai une question par la suite. C'est effectivement la clé de voûte, c'est le pont entre le monde invisible et visible. Et un domaine qui peut faire peur parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et du coup, quand on sent certaines choses arriver en nous, parfois on peut avoir un sentiment de rejet, de peur, de jugement vers soi-même, et puis après, voilà, envers de ce que les autres pourraient en penser. Mais d'abord, avant ça, moi, j'aimerais savoir quel genre de petite fille tu étais. Alors, le genre plutôt espiègle. Je t'imagine tellement. Plutôt tellement cash, tu vois. Ah bon? Très dans le sport, les sports de combat, la nature, crapahuter. J'aimais déjà beaucoup l'eau, la nature, les animaux, énormément. J'avais l'impression qu'on se comprenait et qu'en fait, finalement, il y avait qu'eux qui me comprenaient aussi. D'accord. Et aussi une enfance plutôt solitaire parce qu'on n'a pas tellement détecté que j'étais une enfant un peu différente et je me suis énormément ennuyée à l'école. Et j'ai dû trouver vraiment des stratagèmes pour survivre, on va dire, D'accord. à l'école et à l'ennui magistral que je connaissais à l'école. Sous quel filtre tu voyais la vie, justement? C'est une très bonne question.
Il y a beaucoup de parties de moi qui se bousculent là, qui ont envie de parler et elles disent pas les mêmes choses. Je vais choisir la plus claire. C'était, énormément de ressenti, énormément d'intuition, d'instinct, et c'était, quand même beaucoup de il fallait que je me protège. Il fallait que je me protège, à 11 ans, je ressemblais à une femme de 20 ans. D'accord. Donc mon filtre à moi, c'était, l'hypervigilance et la protection. Donc c'est un filtre qui s'est imposé à moi, on va dire. Et hormis ça, c'était, par, les yeux d'une petite fille qui aimait, bouger et qui voyait bien qu'on comprenait pas trop, ce qu'elle avait dans la tête, quoi. Et du coup, comment tu as évolué, au cours de ces années? Avant effectivement de, peut-être choisir une voie professionnelle, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu vois, finalement, comment tu pourrais nous décrire l'évolution de cette Mélika qui est arrivée à celle que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Alors beaucoup de choses évidemment et entre-temps, énormément de sport puisque, on m'a détectée très rapidement et j'ai commencé à faire de la compétition, j'avais 11 ans. D'accord. Heu, Compétition dans quoi? En triathlon, D'accord. donc un coup on me mettait en saut en longueur, un coup en vitesse et cetera, puis finalement c'était du triathlon et j'ai fait ça pendant de nombreuses années. J'adorais ça parce que, dans ma tête, il y avait aucune possibilité que je n'ai pas de médaille d'or, en fait. D'accord. C'est OK. curieux à dire, hein, mais c'était même pas de la confiance, en fait. C'était, que ça faisait pas partie de mon champ. C'est très bizarre à dire maintenant avec le recul et du coup, j'étais, super, cool avec mes adversaires, en fait, mais pas par esprit de fair play malheureusement. Je le dis aujourd'hui, hein, avec ce recul-là. C'est surtout parce que j'avais aucune crainte, d'elles. Enfin voilà, c'était, Tu savais en fait? oui, 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 c'était une conviction, je savais et je jouais ma vie, quand j'étais sur le tartan et quand j'étais en compète et je pouvais y aller même blessée. D'ailleurs, ça m'a valu quelques déboires plus tard, au niveau de la santé et beaucoup de sport donc et à l'école, je trouvais des stratagèmes pour pas me tirer une balle, pendant les cours et puis assez rapidement, j'ai vu qu'en fait, j'avais un leadership, qui se faisait remarquer et on va dire que j'ai créé un groupe de personnes. Oui. Un groupe de personnes. Voilà, on va appeler ça comme ça. Non, mais ça s'est fait par la force des choses. Un jour, j'étais devant le lycée, en fait, il y a eu une bagarre entre gangs, de 2 villes, connues pour être, très dangereuses et en fait, je suis allée voir les 2 chefs de gang et je leur ai dit: «Mais en fait, vous voyez ce qui se passe?» et cetera et en fait, je les ai, reliés, mais pour les absorber, pour les mettre avec moi. D'accord, donc tu es devenue leader des 2 groupes. Voilà et petit à petit, ça a été ça, l'absorption de groupe et c'est devenu comme une milice puisque quand il y avait des problèmes, on venait nous voir nous et très rapidement, heureusement, la réputation suffisait, il n'y avait pas besoin de faire d'action et quand il y avait des problématiques, on venait nous voir et on était un peu entre guillemets «les justiciers» quoi. Quand Tu j'y repense, ça me fait rire en fait. as toujours eu cette âme de justicière en toi? Oui, ouais, ouais, ouais. Je me rappelle Mmh. toute petite, ma mère me disait: «Ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse» et cetera. «On est tous frères, on est tous ceci» et cetera. Ça m'a vraiment, bercée, pour le coup, et c'est allé assez loin puisqu'après, j'en ai fait mes études, hein. J'ai fait des études de droit Mmh. et de sciences politiques et d'ailleurs très, très, très loin puisque même quand j'ai fait des études de sciences politiques et après quand j'ai intégré la cour d'appel de Paris, c'était, pour rejoindre, l'unité d'antiterrorisme. Donc le but, c'était, d'essayer de voir comment on pouvait endiguer cette violence. Hem, Sauf que je me suis rendu compte, grâce à un burn-out, hein. Merci ce cher burn-out qui a eu lieu quand même il y a 10 ans. Ouais. En fait, j'arrivais forcément trop tard puisque si les dossiers étaient devant nous à la cour d'appel, c'est que les gens étaient déjà morts, que ceux qui ne devaient pas tuer avaient déjà tué, enfin et voilà et cetera, donc c'était bien trop tard. Donc ça a été ça, la violence du choc. Quand on en parle maintenant, on se dit: «Bah oui, c'est évident». Mais en fait, quand on est dedans et qu'on se dit: «Non, on veut faire quelque chose», c'est là que j'ai découvert qu'il faut agir bien plus tôt et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille aussi avec, certains quartiers chauds d'Île-de-France qui sont considérés comme des terreaux, de problèmes et cetera. Alors qu'en réalité, il y a quand même aussi une jeunesse qui veut juste entreprendre et être libre.
Donc, si je suis un peu le fil conducteur depuis, on va dire, ta jeunesse jusqu'à effectivement, aujourd'hui encore, hein, il y a ce fond de justice et de calmer la violence, parfois par la violence, Mmh. qui est vraiment présent, c'est ça? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Après, heureusement, je me soigne, hein. L'idée, c'est de comprendre en fait comment effectivement, effectivement on devient tout d'un coup chef de gang, qu'est-ce qui se passe en soi et comment ça nous amène aujourd'hui et c'est ça le formidable, retournement, c'est à justement tellement comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qu'on veut essayer justement de l'accompagner à faire autrement. Ou en Bah, d'autres termes, comment mmh. effectivement, en étant baigné là-dedans, tu savais ce qui s'y passait plus ou moins, même si chaque vie est unique. Mmh. Bah, écoute, moi, c'est pas compliqué, hein, c'est très simple. Tu imagines une petite, blonde, au milieu de beaucoup de bruns, à 11 ans, qui en a l'air d'avoir, 20, qui comprend pas tellement, pourquoi elle se fait emmerder dans la rue, tout le temps, qui se fait plus ou moins agresser à tout bout de champ, qui finit par être aussi harcelée à l'école parce que étant métissée, ben, en fait, certaines personnes, ben, ça passe pas avec elle. Et en fait, à un moment donné, ben, à force de rentrer chez toi en pleurant, tu te poses la question de savoir ce que tu veux faire le lendemain, tu pètes un câble, tu deviens ce que tu deviens, c'est-à-dire que, bon, bah, voilà, maintenant on va inverser la vapeur et puis, ça se fait comme ça se fait, ce truc-là d'avoir soi-même vécu le harcèlement à l'école, et ailleurs d'ailleurs dans la rue, hein. Avoir soi-même, des expériences, plutôt traumatisantes. Sans relever et puis, souhaiter aussi que, ben, c'est pas parce qu'on l'a vécu soi que d'autres sont obligés de le vivre aussi. Essayer de faire quelque chose pour mettre vraiment sa pierre à l'édifice et vraiment faire partie de cet ensemble qui est tellement beaucoup plus grand que nous. Tout à fait, c'est exactement ça. Toi, tu vivais d'ailleurs, tu vivais, tu m'as dit c'était au Maroc, c'est ça? En Tunisie. En Tunisie, c'est ça, Mmh. d'accord. Du coup, pour reprendre le fil, donc tu as entamé ta carrière du coup, dans le monde du juridique. Elle s'est soldée par un burn-out Mmh mh. et derrière, tu es passée en tant que formatrice et aujourd'hui tu es coach et thérapeute. Comment ce métier, finalement, cette reconversion est venue à toi? Alors si tu veux, toujours dans cette optique de vraiment comprendre et endiguer cette violence à la racine, j'ai compris aussi que beaucoup de personnes étaient quand même très mal orientées, très mal formées, que beaucoup de choses et beaucoup de sources de violence venaient aussi d'une forme de frustration et de rejet que certaines personnes avaient vécu. Et bah, il se trouve que dans certains profils, par exemple, voilà, de choses un peu sensibles qui ont pu se passer, c'est de notoriété publique que souvent les personnes avant de commettre des drames et cetera, sont rejetées sont mal orientées et en fait, je me dis: «Ben, on va essayer peut-être de prendre ça à la source et de les aider au maximum déjà à se réaliser». Parce que quand tu es hyper heureux et épanoui, tu as peut-être un petit peu moins tendance à aller tuer des gens, quoi. Enfin, je sais pas, mais je me dis ça et C'est sauf une réflexion assez logique, je sais somme pas, mais toute. c'est possible, je me dis En tout ça, cas, voilà. c'est possible, hein. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je faisais ce burn-out-là, j'étais, aussi en train de me séparer suite à un très mauvais mariage, hein, très, très mauvais. Et donc divorce et donc au même moment, tout quasi la même semaine, l'annonce d'un diagnostic, super mauvais avec, opération et multi-opération et cetera et avec, des doses de morphine juste pas possible, en fait, un truc, un gros délire, en fait. Et là, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand même, j'ai passé à peu près 1 an et demi à regarder mon plafond. Donc 1 an et demi à regarder ton plafond, à avoir mal, enfin voilà. Pour quelqu'un d'ultra actif, qui faisait des triathlons. Voilà, Ça a dû voilà être et sympa. bah, j'avoue, ça c'est une cure que je souhaite à tellement tout le monde. Non, tellement pas. Parce que vraiment j'étais roulée en boule, voilà, j'étais en boule et en PLS quoi dans mon lit, tellement j'avais mal, tellement les traitements servaient à rien, tellement, ma vie partait en cacahuète, enfin c'était n'importe quoi. Je voulais plus voir personne, enfin c'était vraiment, et c'est mon chien, ma mère, m'a pris un chien, c'est mon chien qui m'a sauvée, en fait. Je l'ai vu, être content de manger et de boire. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est content de manger et de boire?» Et je l'ai vu content de sortir et en fait, ça m'a rééduqué à la vie, en fait. Je dis ça, quand je dis ça, les gens me croient pas trop, mais c'est vrai, ça m'a rééduqué à la vie et finalement, ce métier de coach et de thérapeute, bah, c'était, plus ou moins déjà une démarche que j'avais entreprise, mais ça s'est imposé à moi déjà parce que je me suis aussi fait coacher et j'ai suivi des thérapies aussi forcément.
Mhm. Et, et j'ai vu l'effet que ça avait aussi sur la vie des gens, j'ai pu expérimenter tout ça. Et c'est vrai que dans cette période-là, j'ai tellement essayé tout ce qui se finit par RAPI, hein, voilà, RAPI, aromathérapie, chromothérapie, luminothérapie, j'ai tout fait en fait. Euh, à un moment donné, je me suis formée aussi, et puis ça s'est imposé à moi, mais de manière extrêmement douce, extrêmement naturelle, évidente finalement. Et pendant tout ce temps-là, ben, j'étais déjà confrontée à certaines choses dont j'étais apparemment capable, mais que je comprenais absolument pas et qui me terrifiaient, bien entendu. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, hein? Ouh, suspense. Des choses qui me terrifiaient. C'est-à-dire, Mélika? Ouais, je me demandais pourquoi il y a certaines choses que je savais sans savoir. Les gens me demandaient comment je savais. Bien entendu, j'étais incapable de leur dire comment je savais. Des choses que j'étais capable de dire, mais je savais absolument pas d'où ça sortait, des choses que je ressentais. Voilà, c'était vraiment des choses un peu inexplicables. J'arrivais à avoir de l'effet sur la vie des gens ou sur leur santé, mais je comprenais pas trop d'où ça sortait. Enfin, ça me faisait énormément peur. Je le refusais. Puis, à force que les gens me disent, même cet été, t'as bien vu, mais t'as vu ce que tu fais. Et puis, à force d'entendre tout ça, de dire, mais prends conscience de ça, mais accepte-le. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'a fait comprendre aussi tout ça, c'est que je croyais que on pouvait choisir ce chemin-là de guérisseur, on appelle ça après comme on veut, hein, mais en fait, c'est pas du tout un choix. On est appelé et on est, entre guillemets, désigné ou choisi, et dans mon cas, c'est aussi un héritage. C'est pour ça que ça s'impose à ce point-là. Mais en aucun cas, on est en train de se dire, bon, alors, je regarde un classeur de CIO, alors, le métier de guérisseur, alors, voyons voir. Voilà, Chapitre 20. chapitre 20. Donc, et quand j'ai compris que c'était pas un débat et c'était pas un choix et que c'est quelque chose qu'on embrasse parce qu'il est déjà en nous, bah, en fait, il y a une énorme paix qui s'installe et un énorme, j'aime pas dire pouvoir, mais peut-être des capacités qui font que finalement on aide. La reconnaissance de ses pouvoirs. Tu sais, je pense que moi, j'ai vraiment lancé ce podcast et je pense que du coup, ça parlera beaucoup à nos auditeurs pour justement la clé de voûte, c'est le lien entre le monde visible et invisible, ou la tête, enfin, tu vois, les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ressentent des choses. Moi, j'en ai eu aussi à travers mes coachings. Et en fait, on est tellement dans un monde cartésien qui veut tout rationaliser, tout expliquer, que quand il n'y a pas d'explication, du coup, c'est compliqué pour les gens parce on les a pas éduqués à un monde comme quoi l'énergétique, c'est à différents niveaux, mais l'énergétique, ça existait, que je parle même pas forcément du chamanisme, mais il y a aucune notion, ne serait-ce que tu vois, de nettoyer son espace à la sauge. Il y a déjà des personnes qui ont du mal à le dire parce qu'ils ont peur de passer pour des fêlés ou des perchés, hein. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de rééducatif à faire en se disant en faisant comprendre aux gens qu'on est sur plusieurs plans. Et moi, c'est aussi tout le propos de ce podcast, c'est un petit peu démocratiser, dire, bah, regardez, il y a plein de gens en fait qui vivent ça à différents niveaux. Effectivement, il y en a qui ont des héritages, il y en a d'autres qui vont avoir d'autres choses, mais c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est intéressant que tu en parles et que tu dises, bah voilà, je ne l'admettais pas, ou c'était compliqué pour moi, mais parce que c'était du domaine de la sorcellerie, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant que tu en parles justement, parce que je pense que ça va parler à plein de monde à qui ça arrive et qui se disent bah, qu'est-ce que je fais de tout ça? Bah, en fait, c'est ça. Et puis quand tu sais qu'on est quand même, qu'on a tous en réalité, hein, des capacités, on est plus ou moins à l'écoute de ça, on les développe plus ou moins, on se forme plus ou moins et on pousse plus ou moins pour développer. Mais en réalité, tout le monde a certaines capacités, enfin, dans une certaine mesure sur certains points. Mmh. Après, on appelle ça comme on veut et on est bien sûr les champions, nous, les humains, et les Européens, les Occidentaux quand même, on Oui. est vraiment les champions pour trouver des explications parfaitement terre à terre et qui n'ont bien entendu aucun intérêt, hein. On adore faire ça, donc c'est très facile pour nous. Merci beaucoup parce que justement, j'allais te, parler justement de cette notion de podcast où du coup, donc la clé de voûte qui symbolise le pont ou le trait d'union plutôt entre le monde invisible et visible. J'avais envie de te poser cette question. Comment toi, Mélika, tu arrives à garder les pieds sur terre et la terre dans les étoiles?
Alors, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Eh bien, écoute, déjà, alors, comme tu sais, mon cœur de métier, toutes mes recherches portent énormément sur les rituels, les habitudes, les coutumes, les traditions et donc aussi sur le mindset qui préside à ça ou qui résulte de tout ça. Oui. Et forcément, j'en ai aussi énormément, des rituels. Donc j'ai des rituels, le matin avant de commencer quoi que ce soit, j'ai des rituels à la fin de la journée, des rituels de nettoyage énergétique, de purification pour, le lieu de travail, je fais des cérémonies, je me forme, je suis, très supervisée, contrôlée dans ma pratique, par des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que moi. Hem j'ai un contact et je garde un contact, qui est très, très fort avec les animaux. Oui, j'ai pas mal d'animaux chez moi. Je jardine, j'ai un grand intérêt pour la terre, pour la nature, la forêt, et c'est quelque chose que je transmets aussi, dans la pratique quotidienne, que ce soit dans mes coachings ou dans les thérapies que je peux, offrir et c'est quelque chose qui permet, selon moi, de garder soi-même une certaine autonomie et une certaine lucidité aussi dans sa pratique, mais qui garantit aussi, l'accompagnement et aussi l'autonomie, de la personne qui reçoit, le Mmh. coaching ou la thérapie et ça, c'est hyper important éthiquement parlant, bien entendu. Mais voilà, c'est vraiment ce truc-là d'être ancré, de travailler cet ancrage-là, la présence ici et maintenant, l'attention, l'écoute réelle déjà de soi, ce qui serait plutôt bien, et pour les autres aussi, et toujours garder cette part de rêve et ce lien avec l'invisible, justement, ce qui revient aussi à ce lien avec la clé de voûte. Oui, tout à fait. Est-ce que justement tu aurais des conseils, hem, pour des personnes qui sentent justement que, hem, qui sentent peut-être qu'elles ont de l'intuition, que ou juste ou simplement que ce sujet les interpelle? Quels conseils tu leur donnerais ou quels conseils tu aurais donné à cette ancienne à la Mélika d'avant pour faire ses premiers pas en toute sécurité et finalement d'oser? Alors déjà, faire taire le mental, parce qu'alors là, moi, j'ai un mental à la base, oh my God, hein, heu, voilà, cerveau gauche, de fou. Qui me sert, hein, c'est utile, hein. Je dis pas que c'est pas utile, hein. Si je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts. Mais d'abord, faire taire le mental, faire confiance, se faire confiance et puis ne pas tout le temps mettre la barre beaucoup trop haut parce que j'avais tendance vraiment à la mettre très, 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 très haute. Et ça n'aide pas énormément. Quand on est perfectionniste, ben voilà, à un moment donné, ça se retourne un peu contre nous. Je recommanderais des lectures, je recommanderais, de faire des retraites, je recommanderais de faire des séjours, vraiment de reconnexion à soi. Et puis, de se faire confiance et peut-être de voyager là où elle a hésité, par exemple, pour à voyager, bon, j'ai quand même pas mal voyagé, mais peut-être là où j'ai hésité, bah, je lui aurais dit: «Bah non, n'hésite pas, vas-y quand même». D'accord. Merci beaucoup Mélika. Penses-tu que, la reconnexion à un plus grand que soi soit un atout dans ta vie professionnelle? Ou est-ce que finalement le fait d'avoir un univers invisible, présent, touffu, est-ce que ça te permet effectivement est-ce que tu sens qu'effectivement ça ajoute finalement des paillettes ou peu importe dans ta vie professionnelle? Bah, complètement, complètement parce que déjà, sinon ce serait d'une tristesse, quand même, il y a qu'à voir, hein, le contexte dans lequel on vit, en France ou ailleurs, c'est pas forcément, ultra gai tout le temps, hein, faut dire les choses. Donc ça rajoute de la dimension là où il peut y avoir de la platitude. Voilà, j'ai pas d'autre mot que ça. Et Mmh. puis, bien sûr, c'est une richesse, énorme et surtout ça, permet de rester toujours humble. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, quand tu commences à constater l'effet de ce que tu peux faire, à un moment donné, très rapidement, tu crois que c'est toi. Grossière erreur puisque c'est pas toi, puisque c'est plus grand que toi et que dans le meilleur des cas, tu es un canal, ce que nous, on appelle entre nous l'os creux. Donc quand les gens te disent: «Ah merci, ah tu m'as sauvé de ceci, ah tu as fait ça», si tu as pas ce truc de reliance
à plus grand que toi, tu peux te dire: «Waouh, je fais des trucs de fou». Non, en vrai, tu sais quoi? Tu calme-toi, respire 2 secondes parce que c'est pas toi. Donc cette reliance permet de garder aussi, bah, justement les pieds sur terre, garder ce côté vraiment, très humble, de plus je sais, moins je sais, et moi ça me va très, très bien. Ça me convient très bien. C'est vrai que ça c'est un tu soulèves un sujet intéressant qui peut être effectivement le danger, en fait, de finalement se sentir, super puissant parce que je canalise, parce que j'ai des super pouvoirs et qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore reconnu les leurs ou qui, voilà, qui sont sur le chemin et du coup, qui sont un petit peu attirés, tu sais, comme les papillons autour de la lumière. Et Mmh. c'est vrai qu'il y a un côté, hyper important, c'est de se reconnecter pour justement rester humble. Mmh. Et la pratique et les rituels, je trouve qu'effectivement, c'est exceptionnel parce que chaque soir, tu peux, hem, laisser partir ça. Est-ce que tu aurais d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a emmené vers les rituels? Pourquoi tu en as d'ailleurs fait carrément un podcast? Mmh. Et est-ce que tu aurais des conseils pour, aller créer son propre rituel? Alors il y a 10 ans, donc burn-out, hein, je reste, collée à mon lit à regarder mon plafond et en fait, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses qui sont extrêmement banales pour beaucoup de gens. Et dans les actions qu'on fait au quotidien, quasiment tout ce qu'on fait est répété. Déjà d'un jour sur l'autre et la majorité des pensées qu'on a sont déjà en majorité négatives et en plus les mêmes que la veille. Donc on fait le calcul, hein, voilà. Et donc moi, partant de ça, il a fallu que je réapprenne des choses, donc il a fallu que je répète des gestes qui étaient, normalement acquis pour beaucoup de gens, surtout à mon âge, à 30 ans, 28 ans, bon, a priori, c'est acquis, hein. Bah, pour moi, non et en fait, ça se mesurait sur des choses du quotidien comme par exemple, manger à heure fixe, manger de manière équilibrée, refaire du sport, marcher, faire ça quotidiennement. Tout était devenu compliqué et pas du tout évident, en fait. Donc il a fallu que je me refasse quand même des rituels pour me remettre dans la vie parce que pour moi, j'en étais sortie. Le D'accord. corps était là, mais en fait, j'étais plus là. Donc si tu veux, voilà, après bien entendu, j'ai documenté tout ça, j'ai écrit dessus, j'ai écrit des mémoires, enfin voilà, j'ai écrit des articles, hein, là-dessus, forcément, bon, je fais des conférences et cetera. Mais là, c'était le départ du vécu et à côté de ça, je m'intéresse énormément à la sociologie et l'anthropologie. D'accord. Et aussi à tout ce qui peut être ritualisé dans, la pratique d'un coach ou dans l'accompagnement du coach, mais aussi dans la pratique du thérapeute, quel qu'il soit, hein, thérapeute holistique, énergétique, tout à fait classique, MDR, EFT, enfin voilà, on en connaît, hein. Ou aussi dans la pratique, qui est la mienne aujourd'hui, qui est plutôt celle d'un coaching qui est génératif, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne sait pas, OK. on y met du rituel, pour sécuriser et aussi pour libérer de la bande passante, pour libérer le cerveau de tout ce qui n'est pas important, pour se concentrer justement sur ce qui est important. Et on part sur une approche thérapeutique qui est plutôt de l'ordre de l'approche thérapeutique spirituelle ou chamanique, on appelle ça voilà comme on veut. Après, il y a des gros mots hein, qu'il faut surtout pas prononcer, chamanique, oh là là, mon Dieu, voilà. Euh, Ce sera l'objet de ma question suivante. voilà. Mais si tu veux, c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est-à-dire que quand je donne du conseil dans tout ce qui est purement business et dans le cadre de l'incubateur que j'ai mis en place, bien entendu qu'on peut mêler tout ça. Et que ce qui est de l'ordre du rituel et de la stratégie, ça va être tu te lèves pour fermer une porte, c'est une stratégie. Mais en même temps, tu te lèves tous les matins pendant 3 ans pour tripler ton chiffre d'affaires, c'est une stratégie. Mmh. Derrière la stratégie, d'ailleurs en synonyme, tu as les mots pratique, rituel, habitude, coutume, tradition. Tout ça, ce sont des mots qui sont synonymes. Tout ça, ça renvoie aussi à ce qu'on peut appeler la philosophie de l'entreprise, quand on parle d'une entreprise. OK. D'accord? Donc tout se relie, en fait. Pour moi, le fil rouge, c'est le même esprit, en fait, qui est celui du rituel. Et comment on peut se créer son propre rituel? Bah, déjà, on part, bien entendu, soit d'une vision ou d'une intention, soit d'un objectif. Ça peut être, par exemple, qu'une activité démarre. Voilà, je sais pas, hein, j'imagine, je suis hypnothérapeute, j'ouvre mon cabinet et je veux que ça démarre.
quel rituel je peux mettre en place? Bah, déjà des rituels de confiance en soi, de l'écriture, marcher, dans la forêt. À côté de ça, se faire accompagner, superviser pour, voilà, avec des groupes de pratique, avec des personnes qui sont là-dedans, qui peuvent être des mentors. Ça, c'est très rassurant et ça évite aussi de rester dans le blabla, des histoires qu'on se raconte dans le mental. C'est hyper concret. Si jamais tu merdes, ton mentor, il va te dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi ce que tu fais». Et puis tu bénéficies du recul de la personne qui a expérimenté ça aussi. Bien entendu. Donc c'est extrêmement bénéfique. D'autres rituels, que sont par exemple se lever tôt, prendre du temps pour soi, surtout quand on est maman, maman solo avec des enfants, et toute une famille à gérer, garder, ce truc d'avoir du temps pour soi, en fin de journée, en début de journée, mais en tout cas de trouver quelque chose. Aussi garder le rituel de, peut-être se parler à soi-même correctement. Mmh. Donc On en fait fait, ça tellement de s'applique choses. pardon, ça s'applique autant sur un point de vue stratégique, j'ai un objectif, Mmh. que finalement sur une notion de bien-être, de garder un espace pour soi et du coup de le transformer en forme de rituel. J'ai bien compris? Tout à fait et sachant que Mmh. absolument tout, mais alors tout communique, enfin, tout se rejoint. Bien On sûr. peut on peut pas d'un côté mal se parler, se réveiller tard, manger n'importe comment et en même temps être, ouais, super efficace dans l'entrepreneuriat. Moi, je veux voir cette personne-là qui arrive à être super efficace avec des super bons chiffres et des stratégies super claires, qui en même temps a, des rituels, qui n'existent pas. Enfin, moi, j'y crois pas du tout, en fait. C'est surtout qu'en fait, ça tu insuffles ton énergie à ton entreprise. Donc après, quand elle est grosse, tu peux mettre des gens à des pôles qui vont prendre le relais. Mais c'est vrai que quand tu es sur des Mmh, entreprises à taille humaine, le CEO, il est porteur, en fait. Donc si lui-même, il a pas j'allais dire tout simplement des good vibes, bah, exactement. il va mettre, cette énergie dans son entreprise aussi. Voilà et puis si tu dis que tu vas pas y arriver et tout ça, je vois pas pourquoi tu te lèverais à 5 heures du matin pour faire ce que tu as à faire. Je vois pas pourquoi tu prendrais du temps pour toi. Enfin, tu vois, faut aussi fonctionner, de manière, très, 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 incarnée et très, concrète, hein, le cerveau et nous, on fait rien tant s'il y a pas de récompense. Après le but, c'est de mettre en place des habitudes pour avoir des récompenses qui sont à moyen long terme, qui sont vraiment des choses des graines qu'on a semées et des choses qu'on va récolter. Et c'est là où ça va se jouer, justement, ce truc-là. Et on va parler de mots, de gros mots, comme de mots rigueur, discipline, oh mon Dieu, plein de droits, ah, moi, c'est quelle horreur. Tu vois, et ça, les gens n'aiment pas ça. Mais bon, à un moment donné, il faut voir les choses comme elles sont. Moi, je crois beaucoup à une forme de discipline qui finalement, mentalement, n'a pas la lourdeur du mot qu'on aimerait lui mettre, parce que c'est la discipline de la joie. Je donne un exemple, d'un livre. Quand tu écris un livre, tu es bien placé pour le savoir. Si à un moment tu poses pas tes fesses et que tu écris pas, en fait, bizarrement, le stylo ne se lève pas tout seul. Simplement, lorsque le sujet te passionne, lorsque tu es en joie à l'idée de naviguer dans ce Mmh. projet, de le voir naître, de l'accompagner dans sa naissance jusqu'au moment où il sera dans les bacs, Heu, finalement, Mmh. c'est une discipline, mais pour moi, c'est plus la discipline. Tu vois, en fait, ça a plus la lourdeur. Le problème, en tout cas en France, on a énormément de mots, mais il y a toute la lourdeur symbolique que met le cerveau derrière. La discipline, on est resté peut-être au temps de l'école ou en rang par 2, où justement on se faisait suer, parce que c'était pas intéressant, mais il fallait respecter et cetera. Donc je pense que peut-être, enfin je sais pas si, ce que tu en penses toi, que le cerveau il est resté vraiment focalisé sur: «Ouh là, la discipline, c'est» Certaines personnes, en tout cas, peuvent mmh, associer la discipline à l'ennui ou le manque de liberté, mais absolument pas. Absolument pas. Si on dégage suffisamment de temps pour avoir justement la liberté de faire ce qu'on veut, on est gagnant sur sur toute la ligne. Si on fait les choses de manière suffisamment bien étudiée, bien stratégiquement mise en place, on peut justement se permettre d'être foufou et de se dire: «Ah bah tiens, je vais faire sauter cet après-midi-là parce que je peux me le permettre». En même temps, si je mets rien en place et si les choses ne sont pas, comment dire? Si elles ne roulent pas, je suis, libre de rien et tout ce que je fais, c'est me recevoir des vagues et être complètement emporté en fait, par tout ça. Je le subis. et après peut-être que c'est juste changer, pour les personnes qui, tu vois, auraient un problème avec le mot Mmh. discipline,
C'est juste à mettre aussi, moi j'aime bien cette notion de flow en fait. Tu peux mettre un flow où tu sais que par exemple le matin, tu as ton rituel où tu bosses le matin. Par contre, après, tu as un temps de lecture. Et du coup, c'est quelque chose qui est basé sur la joie. Mais effectivement, bien sûr que si à un moment, tu veux arriver à un objectif, il va falloir que tu y ailles. Donc, il va falloir avoir un minimum d'organisation ou en tout cas un minimum de temps dédié à cet objectif. Enfin, les personnes que je connais qui ont plus de 30 ou 40 ans de plus que moi, qui baroudent depuis un moment, qui ont fait toutes les erreurs possibles et qui en même temps ont à peu près tout inventé, je veux dire, ces personnes-là, tu les verras jamais dire fais n'importe quoi, ça va le faire. Non, j'ai jamais entendu ça en fait. Donc moi, je veux bien. D'ailleurs, Mélika, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui te diraient bah, tu es un peu perché en fait? Ah, mais je dirais, mais alors, merci de l'avoir remarqué, et oui, tout à fait. D'accord. Alors, pourquoi je dis ça avec beaucoup d'humour aujourd'hui? Parce qu'on me l'a énormément reproché dans le business, dans le droit, j'étais dans des cercles d'affaires, j'étais dans des clubs d'affaires, notamment un club d'affaires où très très vite on m'a propulsée vice-présidente, présidente, voilà, un club d'affaires américain plutôt puissant, etc. Et où mes escarpins rouges agressés, mes tailleurs à décolleté agressés, mes cheveux agressés, enfin, le fait qu'ils soient bouclés, je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur arrive en fait? Et voilà, je leur dirais, et voilà, j'ai entendu ça, Mélika est perchée. Et c'est vrai qu'il y a longtemps, ça me faisait mal. Je me disais, mais non, je suis tout à fait normale. Pendant ces Elle est périodes-là, perchée sur des talons rouges. Et oui. bah, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Mais tu vois, avant, vraiment, ça pouvait me vexer. Je me disais, mais non, je vais être normale. Tu sais, pendant toute cette phase où je voulais pas voir qui j'étais vraiment, où je voulais vraiment passer un peu inaperçue, si je pouvais me peindre. Voilà, après, quand tu me vois en vrai, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas vrai, mais pourtant, si. Et oui, si on me dit, tu es perché, bah oui, complètement. D'ailleurs, on m'a déjà dit que j'étais peut-être une connasse, et j'ai dit, mais c'est Madame Connasse, en fait. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît, hein, merci. Et perché, oui, complètement. Et si les gens le voient, je les félicite et je leur dis, mais si tu le vois, c'est que toi, tu l'es aussi. C'est bien. C'est ça. Alors, souvent, on comprend Ou pas alors ce que que ça te fait peur et interroge-toi de pourquoi ça te fait peur. Oui, bon, après, ça m'amuse. Hein, je leur demande, mais c'est perché, ça veut dire quoi? Enfin, bon, après, je pars dans un délire où eux ne s'amusent pas, mais où moi, je m'amuse beaucoup. Oui, parce que toi, tu connais toute la rhétorique, ça fait 10 ans que tu l'étudies. Et... Voilà, c'est ça. Je trouve ça marrant. Mélika, on arrive sur la fin. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait de toi un être à part? Je ne sais pas si je suis à part, en fait, parce que je fais vraiment partie de ce grand ensemble qui nous compose, et j'en fais vraiment partie. À part, je dirais que je suis plutôt résiliente, on va plutôt dire ça. Et à part aussi parce que j'ai ce truc-là, effectivement, de la lionne qui peut être autant protectrice, douce avec ses petits et avec ses proches, et où, effectivement, en un clin d'œil, je peux devenir un petit peu moins gentille. Ok. Je pense que les auditeurs s'en souviendront. Je suis quelqu'un de gentil, globalement. Hein. Voilà. Oui, je confirme. Et avec un cœur énorme. Donc, et avec effectivement cette notion protectrice qui est présente et qu'on a aussi senti, je pense, tous dans le groupe. Mélika, un mot de la fin. Écoute, le mot de la fin pour moi, ce serait que je suis ravie de faire partie de cette aventure avec toi et avec le podcast que tu mets en place, tout ce que tu veux offrir. Et le mot de la fin pour moi, c'est vraiment ta générosité. Tout ce que tu veux donner, mettre en place, cette conscience aussi que tu veux amener, cette ouverture et ce lien, parce que pour moi en tout cas, c'est vraiment ça ton podcast, c'est vraiment le lien que tu veux mettre en place, que tu veux montrer, parce que finalement il existe et toi tu le sais qu'il existe, mais beaucoup ne le savent pas. Merci beaucoup Mélika, je suis très touchée. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles.
Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.